C'est une des difficultés de l'intelligence artificielle que de donner des définitions de l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, mais des intelligences artificielles, parce qu'il y a toute une catégorie, toute une diversité de méthodes. Il y a d'ailleurs des communautés scientifiques très variées, hein, des informaticiens, des mathématiciens, et effectivement, il y a plusieurs approches parce que les objectifs de l'intelligence artificielle peuvent aussi être différents. Il peut y avoir de l'intelligence artificielle qui fonctionne sur des algorithmes, donc uniquement sur du virtuel, et des intelligences artificielles attachées à la robotique, par exemple. Certains considèrent d'ailleurs que la robotique est dans l'intelligence artificielle ou pas, donc il y a vraiment plusieurs approches possibles. Et finalement, on retient assez communément une définition générale. L'intelligence artificielle, ce sont des méthodes, des moyens pour permettre un raisonnement humain ou conforme à ce que serait le raisonnement humain, même si les méthodes, enfin, même si le cheminement n'est pas forcément celui du raisonnement humain, mais on cherche à reproduire un raisonnement humain pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et on cherche en particulier aussi à intégrer des capacités d'apprentissage pour faire évoluer des raisonnements ou des solutions en fonction d'un contexte. Et on parle d'ailleurs de cycle de vie des méthodes d'intelligence artificielle. Une des craintes liées à l'intelligence artificielle est que l'IA remplace l'humain. Et on entend beaucoup dans les médias, effectivement, qu'un certain nombre de métiers vont peut-être disparaître du fait du déploiement des solutions d'intelligence artificielle. C'est effectivement ce qui peut tout à fait se produire. Et on peut déjà imaginer que certaines fonctions liées, par exemple, à de l'analyse d'images, comme par exemple les radiologues en médecine, on voit que des solutions d'apprentissage automatique et de machine learning arrivent à des résultats assez intéressants qui parfois surpassent les résultats de l'homme. Donc on peut imaginer effectivement qu'un certain nombre de fonctions soient remplacées par de l'IA. Néanmoins, ce qu'on essaie de dire, et je pense qu'il faut prôner cette idée-là, on a toujours besoin d'humains et de relations humaines, et avoir un chatbot, avoir une conversation avec un agent intelligent peut aider dans certaines démarches, mais on a quand même très souvent quand même besoin, envie d'avoir affaire à un humain pour pouvoir interagir et pour pouvoir aller plus loin dans la conversation, dans la discussion ou pour résoudre des problèmes. Et en médecine, par exemple, si je reprends l'exemple de la médecine, on peut imaginer que certaines fonctions soient remplacées, mais on espère bien que les médecins, si je reprends l'exemple des radiologues, auront plus de temps à passer avec le patient pour expliquer les résultats. Et finalement, le cœur, l'humain peut pas être remplacé dans ses fonctions d'affect, dans le côté relationnel. Et c'est que ces compétences-là ne sont pas prêtes d'être remplacées par l'intelligence artificielle. Donc on peut supposer que ces aspects des missions dans les différents travaux, enfin dans les différentes tâches, puissent être préservés et même renforcés pour qu'il y ait une bonne finalement adéquation, interaction entre l'homme et la machine. Alors, effectivement, on se pose la question aujourd'hui de réglementer l'IA, d'encadrer l'IA quand on voit un certain risque, certains dangers. Et en tant que juriste, quand on pose cette question-là, le premier réflexe, c'est d'abord de voir ce qu'il existe dans le droit positif, dans le droit existant, même si c'est pas un droit qui viserait spécifiquement l'IA. Et par exemple, par rapport au risque de biais et de discrimination liés à des facteurs de genre ou des facteurs ethniques, il existe bien sûr des règles nationales et européennes qui visent à lutter contre la discrimination. Et il existe aussi bien sûr des principes fondamentaux, des droits fondamentaux, comme la protection de la vie privée ou la protection du principe d'égalité. Et ces droits fondamentaux vont nous aider à encadrer l'IA et à poser finalement un certain nombre de contraintes aux développeurs. Et en particulier aussi, puisque l'IA se fonde sur des données, on va encadrer spécialement les données à caractère personnel. On a déjà une réglementation depuis les années 70 en France et ensuite dans l'Union européenne. Et donc, bien sûr, on va se fonder sur ces règles pour encadrer l'usage de l'IA. On va aussi, bien sûr, solliciter les règles liées à la qualité des produits
pour s'assurer que l'IA présente des garanties de non-discrimination ou encore des garanties de robustesse pour être sûr que la règle qui est intégrée dans l'IA conserve bien, soit bien préservée, soit bien ce que l'on cherche à faire à l'IA tout au long du cycle de vie de cette IA. Et bien sûr aussi, on va mobiliser des règles de responsabilité si l'IA, qu'elle soit intégrée ou pas dans un système robotique, si l'IA crée un dommage matériel ou moral, on va chercher des responsables, on va déterminer dans la chaîne de responsabilité, on va déterminer qui a fait quoi et le rendre responsable de ce qui a été fait pour pouvoir indemniser les victimes. Donc on n'est pas sans cadre légal. Néanmoins, il y a encore quelques lacunes, quelques vides qu'on est en train d'explorer. En particulier, la Commission européenne le fait, mais les législateurs nationaux le font aussi. Et donc aujourd'hui, c'est tout le travail du chercheur en droit que d'accompagner ces définitions de règles futures, en lien bien sûr avec la technique, parce que cette IA a naturellement un impact sur la société.